Mesdames et messieurs les conférenciers, Stéphanie, Maude, Nicolas, monsieur le professeur Rosenthal, je tiens à vous remercier avant tout, avant toute conclusion que je pourrais faire, mais je crois surtout que vous avez nourri un débat et c'est extrêmement intéressant. Ce que je tiens à dire, c'est que à ceux qui pensent que la capitalisation collective arrive trop tard dans un pays mature comme la France, eh bien, il a bien été montré ce soir que le système de retraite des pharmaciens, depuis 1962, a prouvé qu'il était possible d'ajouter une part de capitalisation à un régime complémentaire de répartition. Depuis cette époque, nous avons pu constater que la rentabilité était au rendez-vous, Nicolas l'a bien montré, que notre régime de capitalisation était un rempart contre la baisse des taux de remplacement qui est annoncée dans les années à venir s'agissant des régimes de répartition. Ce que nous avons mis en place pour les pharmaciens high profit, me semble-t-il, peut être transposé chez les libéraux, par exemple, et puisque mes collègues présidents de caisses libérales sont présents, je ne peux que les inciter à créer des régimes complémentaires par capitalisation, surtout si leur régime dispose de réserves suffisantes, car on est dans le temps long, on l'a bien montré tout à l'heure, réserves suffisantes et taux de rendement élevés, leurs affiliés les en remercieront dans les années futures. J'ai repris avec les services statistiques de la SAVP l'évolution de nos différents régimes au regard de celle de l'inflation. Pour une base 100 en 2009, il y a 15 ans, l'inflation, fin 24, Covid compris, a progressé de 27%. C'est-à-dire qu'en 15 ans, nous sommes passés d'une base 100 à une base 127. Dans le même temps, le régime de base des libéraux, FPL, qui est géré en répartition pure, calqué sur le régime de base des salariés français, a progressé, lui, de 21,44. Donc, moins que l'inflation. Le régime complémentaire par répartition des pharmaciens, dont le pilotage est assuré par les administrateurs pharmaciens de la CAVP, progresse dans le même temps de 26,85%. Donc il fait sensiblement l'inflation des prix. Le régime complémentaire de capitalisation passe, lui, d'une base 100 en 2009 à une base 148 en 2024. Avant, d'ailleurs, la revalorisation qui va intervenir au mois de décembre, qui va être votée par les administrateurs de la CAVP. La progression du pouvoir d'achat est donc supérieure de 20% par rapport à l'inflation. Autrement dit, le régime de capitalisation des pharmaciens double l'inflation française, double le régime de base, double le régime de répartition complémentaire. Notons d'ailleurs que, dans le même temps, le capital en cours de constitution pour les cotisants progresse dans les mêmes proportions. Ce constat devrait nous inciter à nous pencher sur notre capitalisation, qui est gérée en toute autonomie, sans dégrader le régime, et même en renforçant ses fonds propres et en constituant une réserve de résultats distribuables, la PPE, pour les initiés. Je crois sincèrement que nos confrères retraités, ici présents, peuvent se féliciter d'avoir abondé un régime de capitalisation, et je voudrais féliciter les administrateurs de la CAVP pour la qualité de leur réflexion, la clairvoyance de leur prise de décision. En 1962, lorsque le régime de capitalisation a été créé par les pharmaciens, la réflexion de l'époque portait sur la démographie. Nos prédécesseurs ont été bien inspirés, puisque vous le savez, Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, la pharmacie, qui est une profession réglementée, affiche actuellement un rapport démographique inférieur à 1, à peu près au même niveau que la fonction publique d'État. Les pharmaciens avaient imaginé que la répartition seule ne suffirait pas à garantir le niveau des pensions. Comment
ne pas opérer un parallèle avec la situation actuelle de notre pays, puisque nous savons tous que le rapport démographique national est de 1,4 actifs pour un retraité, et que ce taux est amené à diminuer dans les années à venir, sauf à envisager une immigration massive, ce que je crois la majorité des Français ne souhaitent pas. Dans ces conditions, il serait illégitime de ne pas mener une réflexion au regard d'un système qui semble être à bout de souffle et qui nécessite une réforme d'ampleur quasiment tous les 5 ans. Nos concitoyens l'ont bien compris, puisqu'ils demandent aux partis politiques et aux syndicats de se saisir de l'angoissante question du devenir des retraites en France. La problématique qui est posée est double. Il y a, d'une part, l'acceptabilité par la population d'une réforme importante et nécessaire, et d'autre part, la nécessité de maintenir un taux de remplacement le meilleur possible pour les personnes qui partent en retraite. Si on se réfère aux projections du corps, nous savons que d'ici une 50aine d'années, le niveau de vie relatif des retraités par rapport à la population active sera sensiblement équivalent à ce qu'il était à la fin des années 70, au début des années 80, c'est-à-dire avant les grandes réformes qui ont porté les pensions à des niveaux acceptables en France. Le niveau de vie des retraités sera alors très nettement inférieur à celui des actifs. On l'estime à peu près à 20% de perte de niveau de vie d'un retraité par rapport à celui d'un actif. Dans ces conditions, l'enjeu des débats qui ont animé ces rencontres a été de déterminer si ajouter une part de capitalisation collective à la répartition pouvait répondre à ce défi. Au vu des projections de notre régime, des provisions constituées et des termes de rente délivrés en fonction des paramètres actuariels, c'est une certitude pour les pharmaciens, et bien évidemment, ce serait transposable à l'ensemble de la population française si nous mettions en œuvre ce modèle très rapidement. En conclusion de ces rencontres, je vous propose quelques remarques qui pourraient nourrir un projet de société. La première observation, qui découle des différentes présentations qui ont été largement mises en lumière, c'est une nécessité d'équité entre les catégories sociales. Jean Jaurès jugeait la retraite par capitalisation positive pour la classe ouvrière, dans la mesure, disait Jaurès, où elle rend la classe ouvrière capitaliste et salariée, elle reçoit tout le produit social qui résulte de la mise en œuvre de ce capital par le travail ouvrier. Le principe de la capitalisation que nous défendons et que nous avons mis en œuvre est une capitalisation pour tous, obligatoire et collective. C'est un mécanisme qui est extrêmement économique dans sa gestion. Il coûte 10 fois moins cher que la commercialisation de produits de retraite individuels, et s'il devait être mis en œuvre, devrait concerner l'ensemble des couches sociales françaises, alors qu'aujourd'hui, les produits de capitalisation sont réservés à une minorité, salariés des grands groupes, professions aidées ou agents de la fonction publique. Le deuxième point qui me paraît important d'évoquer, c'est l'acceptabilité sociale. C'est le cœur du débat. Rappelons que la retraite coûte de plus en plus cher. Elle représente aujourd'hui près de 15% de la richesse nationale, contre 5% en 1959, avec un taux de remplacement constamment à la baisse. La retraite, on le voit actuellement dans les débats du Parlement, devient une variable d'ajustement des dépenses publiques avec un report dans le temps du taux d'évolution des pensions de base. En troisième lieu, il me paraît essentiel de souligner qu'un régime de retraite juste et pérenne doit garantir une équité intergénérationnelle. Cette équité est aujourd'hui rompue. Les jeunes générations cotisent plus longtemps et toucheront moins que leurs aînés dont ils financent la retraite actuelle. On voit bien que la répartition, les régimes de répartition et les sommes qu'elles mobilisent nous appauvrissent collectivement. Au cours des 25 dernières années,
en France, la richesse nationale par personne a progressé moins vite que la moyenne de l'OCDE, la moyenne de l'Union européenne ou encore de la zone euro. Le quatrième point implicite des présentations de nos conférenciers est le nécessaire accompagnement par les organisations syndicales, les forces politiques, l'État, afin de concourir au développement d'un régime de capitalisation tel qu'il a été évoqué précédemment par M. Rosenthal. Les conditions de la réalisation pratique doivent impliquer l'ensemble des acteurs publics et sociaux autour de ce dossier. L'introduction d'une part de capitalisation dans la retraite des Français, me semble-t-il, est non seulement une nécessité comptable, mais une forte aspiration des jeunes générations, ce qui en fait, là encore, un enjeu de société. Pour répondre à cette attente qui fait son chemin dans l'opinion publique, des décideurs politiques ou syndicaux, tels Philippe Juvin, Jean-François Husson, David Lisnard, Édouard Philippe, Yael Braun-Pivet, Patrick Martin, président du MEDEF, ont mené leurs propres réflexions et se sont prononcés en faveur d'un complément de retraite par capitalisation. De leur côté, plusieurs personnalités ici présentes, et certains ne sont pas, compte tenu du déluge à l'extérieur, plusieurs personnalités qui avaient contribué à animer les rencontres de 2022 ont décidé de se rassembler afin de nourrir leurs réflexions. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à l'issue de la 4e édition des rencontres de la CEP, j'ai l'honneur de vous annoncer la constitution officielle d'une association qui réfléchit aux enjeux d'une capitalisation collective en complément de la répartition et promeut ses atouts sur le plan du financement des retraites et au-delà, financement de l'économie et de l'innovation, financement de la transition écologique, préservation de notre souveraineté économique et amélioration des comptes publics. Cette association, nous lui avons donné collectivement un nom, Capisens. Je la rejoins à titre personnel aux côtés de Thibaut Bechtoil, de Nicolas Marquez, de Serge Wimbert, de Thibaut Baranger, de Philippe Desfossés, Lionel Tangimalka, qui ont été empêchés ce soir compte tenu des conditions climatiques. Je suis convaincu que nos travaux au sein de cette structure aboutiront à terme à améliorer les retraites de nos compatriotes et à enrichir notre pays. Pour terminer, je tiens naturellement à remercier les conférenciers qui ont nourri notre réflexion et je tiens à faire part de la gratitude du conseil d'administration à l'égard d'Isabelle Roch, directeur de la communication de la CEP, qui a été la cheville ouvrière de ces rencontres.